Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Jeûne et alimentation, a été réalisée le 27 octobre 2020. Les atomes sont donc l'unité de base de la matière capable d'économiser de l'énergie. Comme tu l'as dit, les particules ont une charge énergétique qui serait perdue si elles ne s'unissaient pas pour partager cette charge avec d'autres, créant ainsi une structure qui donne lieu à la formation d'atomes qui, dans leur besoin constant de stabilité et d'économie, s'unissent entre eux pour former des molécules. Les molécules, à leur tour, forment des éléments chimiques, et ceux-ci forment les minéraux et les organismes que nous connaissons dans la matière organique et inorganique. La vie. Et la vie se poursuit avec ce cycle d'économie en essayant d'assimiler le plus d'énergie possible pour assurer une stabilité à long terme. En d'autres termes, la vie existe grâce à la recherche de la stabilité atomique. N'est-il pas ironique que la diversité de la vie soit due à l'évolution qui implique un changement et une perte d'énergie dans le processus de transformation et d'adaptation à divers milieux, alors que la vie elle-même ne cherche pas à se transformer, mais à se stabiliser et à rester le plus longtemps possible dans le même état. C'est l'un des paradoxes de l'univers. Oui, la clé de la vie est la permanence et pour rester, il faut changer. Le paradoxe réside dans le fait que la vie cherche par tous les moyens à durer le plus longtemps possible, à survivre, autrement dit, vivre au-delà des possibilités. Mais dans un environnement changeant, où les atomes perdent de l'énergie et se modifient, créant de nouveaux éléments chimiques, générant des tremblements de terre, des changements climatiques, des radiations et tant d'autres choses, si la vie ne s'adapte pas, si elle ne se transforme pas en harmonie avec ce nouvel environnement, elle périra. Par conséquent, si elle veut perdurer, elle doit changer. Le facteur de permanence est lié au temps, et le facteur de changement est lié à l'espace. Un être vivant est soumis à ces deux facteurs. Pour survivre dans le temps, un être vivant doit modifier son espace, c'est-à-dire se nourrir. Manger est la clé de la vie cellulaire. Apporter tous les nutriments, minéraux et éléments chimiques dont les cellules ont besoin pour continuer à fonctionner. Contrairement aux éléments inorganiques, les composés organiques sont flexibles et mutables. On pourrait dire qu'ils sont faibles. Leurs compositions chimiques sont fragiles, subtiles, volatiles, contrairement au silicium, au fer et à tant d'autres. L'interaction des éléments chimiques génère de l'adaptabilité. Ainsi, les êtres organiques ont besoin de régénérer constamment ces éléments, car dans leur modification constante, ils en perdent souvent une grande quantité par sécrétion, transpiration, excrétion, activité. C'est pourquoi pour trouver la stabilité dans les cellules et leur permettre de maintenir leurs fonctions de division et d'expansion, les êtres vivants ont besoin d'obtenir ces éléments dans des organismes externes, là pour assurer leur pérennité dans le temps. Ils doivent sécréter des objets à l'extérieur, par la chasse, les semailles, la récolte, la cueillette, la cuisine, l'alimentation, la boisson, et tous les règnes le font d'une manière ou d'une autre. Les plantes récoltent les nutriments de la terre en se frayant un chemin à travers les couches terrestres, transformant le dioxyde de carbone et la lumière en amidon et en oxygène, en réserve d'énergie. Les animaux, en mangeant, en chassant, en broutant, font de même, et bien sûr, les humains. Produire ou obtenir de la nourriture est la clé de la stabilité énergétique d'un corps organique en constante transformation. Cela crée un cercle de dépendance, n'est-ce pas? Oui, l'énergie est une émotion, et donc tout ce qui nous donne de l'énergie sera lié à une émotion. C'est ainsi que l'humain projette des émotions sur les aliments.
Le mot aliment vient du latin alere, qui signifie faire croître. Cela signifie que le mot ne fait pas directement référence à ce que l'on mange, mais à ce que l'on obtient en mangeant. De la même manière, le mot anglais meal, repas, vient du mot frison, meal, qui signifie moment, occasion, qui s'est transposé au moment le plus important de la vie d'une famille où tout le monde se réunit, l'heure du repas. Le concept temporel d'un moment précis dans le temps est donc devenu le nom de tous les repas. Là encore, c'est le concept d'une action dans le temps qui donne un sens à ce que vous consommez. Le besoin de rester en vie crée un lien vicieux avec le besoin de consommer, comme et sumere, du latin con et sumar, c'est-à-dire tout prendre. Tant sur le plan mental qu'émotionnel et matériel. Nous avons dit que le pancréas, générateur d'insuline, cherche à accumuler du glucose pour nourrir les cellules par le sang et que les restes sont stockés sous forme de graisse, accumulés au cas où. La nourriture est donc ce qui te fait grandir. C'est ce que tu recherches dans le monde extérieur pour stabiliser ton corps, le développer, tirer parti du potentiel de l'environnement. Ce qui te maintient en contact avec le monde extérieur à travers les émotions, les liens, la famille, le fait de s'asseoir à table pour manger, le souvenir de chaque plat préféré, de son achat, de la récolte, de la chasse. Chaque aliment contient un poids énergétique émotionnel pour l'âme et un poids énergétique calorique pour le corps. Cette énergie fait désormais partie de votre schéma, de votre structure, de votre être. Elle fait désormais partie de votre stabilité cellulaire, de vos éléments fondamentaux. Je suis ce que je mange. Et vous ne l'aviez jamais vu aussi clairement. Tout ce que vous consommez vous apporte une charge énergétique qui stabilise votre être, de la même manière qu'un électron transmet sa charge énergétique à un proton pour que celui-ci trouve sa stabilité, son centre. Tout ce que vous mangez fera partie de vous, deviendra votre propre être. C'est pourquoi je dois faire attention à ce que je mange. Bien sûr, cela dépendra du niveau de conscience avec lequel tu le fais. Si tu es encore en mode survie, ton corps cherchera tout ce qui nourrit ce besoin cellulaire en recherchant les registres les plus ancestraux de la survie dans la chasse et la cueillette. Au début de l'humanité, on ne connaissait pas les cycles naturels des semailles et des récoltes, car les groupes humains étaient solitaires, petits, et devaient toujours se déplacer d'un endroit à l'autre, nomades, fuyant leurs ennemis et les prédateurs. Il n'y avait pas le temps de s'installer, pas la sécurité pour le faire. Pour qu'une famille survive, elle devait manger ce qu'elle trouvait, en cueillant des fruits ou en chassant. Lorsqu'on chassait un animal, on était sûr de pouvoir économiser de l'énergie. Les os servaient d'outils, les peaux de couverture pour l'hiver. La viande pouvait nourrir beaucoup de personnes pendant plusieurs jours, ce que les quelques fruits récoltés ne permettaient pas, et encore moins pendant les longs hivers ou les périodes de sécheresse. Ainsi, la base de la survie reposait sur le carnivore et l'omnivore, manger de la viande ou manger tout ce qui se présentait. Cela viendrait de la recherche dans les archives du subconscient et de l'inconscient. La culture. Une fois que la société existe, que le village est construit, que l'agriculture est en place, que l'on a appris à stocker, que l'échange s'est développé et qu'une certaine stabilité s'est installée, la nourriture cesse d'être un moyen de survie et devient émotionnelle et culturelle. Le partage, manger avec les autres, nous rapproche des autres, s'asseoir pour manger, unit la famille et les amis. Les banquets flattent les cours et les royaumes, et ne pas partager la nourriture est presque un signe de mépris et de trahison. Ne pas partager, c'est nier, c'est devenir ennemi. Manger dans le même plat implique la confiance en l'autre, une façon de montrer la fraternité et la paix entre les peuples. Ainsi manger devient un moyen de trouver un sentiment d'appartenance, de sécurité, d'acceptation, de faire partie de quelque chose ou d'un groupe. J'ai vu beaucoup de personnes sur le chemin spirituel devenir végétariennes ou végétaliennes, non pas parce qu'elles le ressentent dans leur âme ou leur corps, mais parce qu'elles ont besoin d'être acceptées comme faisant partie du groupe, et manger de la viande leur donnerait le sentiment d'être rejetées, comme une trahison des principes du clan ou de la tribu.
C'est une question culturelle humaine qui prend du temps à nettoyer, car elle est naturelle et millénaire. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de le faire. Comment? Pourquoi veux-tu changer et devenir végétarien? Eh bien, il peut y avoir de nombreuses raisons. Je veux dire qu'il est important de prendre conscience de ce que l'on fait à l'environnement et de ce que l'on se fait à soi-même en mangeant des choses qui nous font du mal. Oui, mais c'est une croyance. Tu ne peux pas former les autres à changer leur façon de s'alimenter, car tu empêches leur croissance. La grande erreur de l'humanité, c'est l'excès, pas ce qu'elle mange. Manger une pomme d'un arbre ou planter 1000 arbres pour récolter des millions de pommes et n'en manger qu'une, c'est ça l'absurdité de l'humanité. Traiter les animaux comme des produits et élever des millions de vaches pour en manger une et jeter le reste parce que c'était trop, c'est ça l'absurdité de l'humanité. Ce que tu dis, c'est que tout le monde pourrait manger ce qu'il veut si les cycles, les quantités et les besoins réels étaient respectés. Eh bien, tout le monde a besoin de consommer quelque chose de différent, car chaque individu est différent, et la nourriture est principalement de l'énergie émotionnelle. Tu sais ce que signifie interdire dans l'humanité? Oui, commencer le marché noir, faire la loi, faire la triche. Vous interdisez ce que vous n'aimez pas. Et vous n'avez toujours pas compris que cela ne fonctionne pas ainsi. La clé, c'est l'éducation, la prise de conscience. Et là, nous avons le troisième niveau. Manger consciemment ne signifie pas regarder à l'extérieur et vouloir changer le monde, mais observer ce que je mange, ce que je deviens, ce qui me fait du mal et ce que je ne laisse pas par nécessité. La conscience nous permet de voir que nous devenons ce que nous consommons, et si je veux être différent, je dois consommer des choses différentes. L'alimentation est la clé de toute l'énergie de mon être organique. Donc pour vraiment transformer mes croyances avec leurs pensées et mes émotions avec leurs liens, je dois transformer mon corps avec son alimentation. Lorsque je m'éduque moi-même, le véritable nettoyage de mon être commence, et par l'exemple, je peux éduquer les autres. Et comment puis-je commencer ce nettoyage? Cela s'appelle le gène. Ce mot latin vient de ienum, qui est un autre concept de vide, qui signifie il n'y a rien. Ainsi, petit déjeuner implique de laisser de côté le vide et de remplir cet espace. En anglais, fast, jeûne, vient de l'indo-européen, dur, fixe, ferme. Par conséquent, breakfast, petit déjeuner, fait référence à la rupture avec la rigidité. Dans les deux langues, nous pouvons interpréter qu'il s'agit de quelque chose de statique, d'immobile, où rien ne se passe, et que ce néant se brise, se modifie, lorsqu'une nouveauté vient le changer. En termes alimentaires, le gène est l'équivalent organique de la méditation pour l'esprit. Atteindre ce vide, non pas par manque, mais par la volonté de découvrir le potentiel intérieur, éveille un nouveau mécanisme dans le corps, qui cherche de nouvelles façons de suppléer cette énergie. Et il l'obtient à partir des réserves de graisse, de la respiration, de la lumière du soleil, des informations contenues dans l'eau. Mais tout comme pour l'esprit, il ne sert à rien de méditer sans avoir jamais pratiqué de méditation active auparavant. Pour l'esprit, trouver l'instant de vide total implique une adaptation pour cesser de penser, et cela s'obtient par la méditation active, comme dessiner fixement des motifs sans attendre de créer une œuvre d'art, ou marcher sans destination, ou danser sur une musique sans parole, ou effectuer des actions mécaniques et répétitives. Cela prépare le corps à ce que signifie vider son esprit. De la même manière, le jeûne nécessite un exercice consistant à consommer de moins en moins de nourriture, petit à petit, avec le temps, en gardant le plus important pour la fin, jusqu'au point où vous commencez à répéter une routine consistant à toujours manger la même chose, jusqu'au jour où vous n'avez plus besoin que d'eau. Ainsi, on commence par supprimer le petit déjeuner, plus tard le déjeuner, puis le dîner, tôt, pas tard. Mais tout comme la méditation, le jeûne n'est pas pour toute la vie, mais pour des moments de méditation physique. Ainsi, les cellules se reposent dans leur mitose constante. Imaginez que votre corps est comme un pays qui ne dort jamais, avec des milliards de travailleurs qui ne s'arrêtent jamais, toujours en train de produire et de consommer sans arrêt. Le jeûne est comme de longues vacances
pour tous les habitants de votre corps physique, mais un jour, ils devront néanmoins retourner à leurs tâches. Je comprends. C'est intermittent. Pour que le corps se détende, peut-être que quelques jours par mois serait bien. Chacun saura combien, quoi et comment il en a besoin. L'important est de le faire de temps en temps, car c'est le moment où l'esprit du corps peut cesser de travailler pour penser, ressentir, regarder le ciel, contempler la vie, se détendre. La détoxification des aliments et la détoxification de l'information. C'est trouver le silence et la paix intérieure, des capacités endormies pour produire sa propre énergie. Mais surtout, l'une sans nier l'autre, elles sont comprises comme des parties inévitables de la vie, car un corps qui consomme sans arrêt reproduit ses cellules tellement de fois qu'elles s'épuiseront plus rapidement et mourront bientôt. En revanche, un être qui donne des vacances à ses cellules, qui les laisse se reposer, a plus de chances de vivre plus longtemps. Vous avez besoin de manger pour innover, vous avez besoin de vous nourrir pour grandir, mais vous avez besoin de jeûner pour comprendre que vous avez besoin de vide pour ressentir et être. La vie trouve donc sa stabilité dans l'économie de l'énergie qu'elle tire de ce qu'elle mange. Mais elle doit dépenser cette énergie pour découvrir ce qu'elle peut en faire. Alimentation et jeûne. Vous êtes ce que vous mangez.